Bonjour à tous. Donc ici, on attend encore quelques instants que les participants arrivent. On est pour l'instant une vingtaine. Donc on va attendre une minute ou deux. En attendant, on peut déjà présenter nos participants. Donc on a Benoît Lemens, donc administrateur délégué dans la boîte d'architecture 450 ppm. Et Lofty Guédria, donc, qui est responsable de département au CETIC, qui se trouve à Gosselies. Et on a Simon, comme la semaine passée, qui travaille à l'Infopole. Donc, ce webinaire est organisé par l'Union Wallonne des Architectes et par l'Infopole avec le soutien de la Wallonie. Donc voilà, bonjour à tous, à toutes et à tous. Euh, Donc voilà, je ne sais pas si tout le monde était là la semaine passée, mais donc on organise ces webinaires dans le cadre de notre mission, donc construction du futur. Donc le but, c'est de numériser, d'accélérer la transformation numérique dans le secteur de la construction en Wallonie. Donc c'est avec le programme de Digital Wallonia. Voilà, tous les secteurs sont visés, mais nous, on est concentré sur le secteur de la construction. Et donc, le but, c'est d'aider les architectes à se numériser, avoir un peu les aides possibles en termes de financement, en termes de possibilités d'accompagnement par que ce soit l'Infopole ou par nous. Donc, vous pouvez toujours nous envoyer un mail soit à Simon, soit à moi-même, donc à numérique@uwa.be, si jamais vous voulez un accompagnement numérique. Et donc voilà, ici en bas, vous pouvez apercevoir tous nos partenaires donc avec qui on travaille, donc Cap Construction, Buildwise, MBuild, Greenwin, le Cluster Éco-Construction, l'Infopole évidemment, et le CRR et l'Agence du numérique. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à Benoît. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être une thématique de terrain, on va dire. Donc le but, c'est vraiment de voir des exemples concrets. Donc voilà, Benoît, je te laisse la parole et la main sur le partage d'écran. Ok, parfait. Eh bien, bonjour à tous. Euh, Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu le parcours d'un architecte qui commence à implémenter ça dans des bâtiments avec une approche. Je crois que ce sera des approches complémentaires entre moi et l'autre fille. Moi qui suis architecte et qui ai essayé de voir comment ça pouvait marcher, avec la particularité que moi, je me suis spécialisé dans la restauration du patrimoine, donc c'est dans du bâti ancien. Et puis, l'autre fil, lui, c'est quand même à un autre niveau de programmation. Et je pense comme ça, on pourra voir qu'il y a aussi différentes manières d'implémenter ces technologies. On parle d'objets connectés dans les bâtiments. Ici, moi, c'est principalement ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut utiliser ces technologies pour réduire les consommations d'énergie et améliorer le confort et réduire, dans certains cas, certaines pathologies. Et donc là, je vais partager mon écran. Donc, je pense on parle souvent de bâtiments intelligents, d'IoT, c'est tous des mots qu'on aime bien utiliser aujourd'hui. Euh, pour moi, en tout cas, ce qui me parle moi et ce que je trouve très utile et pour moi finalement la fondation et qui fait tout le potentiel de ces technologies, c'est vraiment qu'on a notre monde physique, on va pouvoir capter des données avec des capteurs et donc on va extraire des données numériques de réalité physique qu'on va pouvoir stocker, on va pouvoir les traiter, on va pouvoir les partager, et puis on va pouvoir automatiser certaines choses dans le bâtiment. Et c'est ça qui va rendre ce bâtiment intelligent, c'est qu'il va pouvoir réagir en fonction d'informations qu'il va récolter à partir de capteurs qui seront traités dans un petit ordinateur, c'est important, et je vais vous montrer, c'est des tout petits ordinateurs qu'on peut utiliser. Ce petit ordinateur, à un moment, il va pouvoir lancer des actions qui vont pouvoir allumer, éteindre ou opérer différentes choses dans le bâtiment.
Alors, moi, Juste, je pense, Benoît, moi, je vois pas la projection, en fait. Je sais pas si c'est le cas pour les autres participants. Moi non plus, je vois Je pas. vois pas les slides, en fait. tu ne vois pas les slides, mais alors c'est peut-être... Ah, attendez, partage d'écran en pause. C'est ce qui pourrait expliquer la chose. Est-ce... Attends, je repartage comme ça. Partager. Votre partage d'écran est en pause. Est-ce que quelqu'un sait où, pourquoi est-ce que ça pourrait être en pause? De ton côté, il n'y a rien qui me bloque parce que moi, je partage. Tout à l'heure, ça fonctionnait pendant les tests et là, il me met... Euh, Attends. de mon côté, En fait, il indique que tu as commencé le partage d'écran, mais c'est tout noir. Attends, je regarde ce qu'il en est. On a testé et là, hop, hop, hop. Oh, sinon, regarde peut-être de ton côté l'autre fille comme ça on ne... Ah, voilà, je crois... Tic, tic, tic. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi vous me voyez moi et pas le... À reprendre. Si quelqu'un a une idée, parce que sur... peut-être l'autre fille essaie de partager le tien pour moi. Oui. Ah, c'est un participant à la fois peut partager. Est-ce que quelqu'un d'autre aura un partage en cours? Est-ce que tu peux peut-être supprimer ton partage? Moi, je ne partage plus normalement. Non, j'en vois qu'un. Je peux tenter de partager Et c'est mon une fois de partager écran. pour vous. Est-ce que mon écran est partagé là? Ouais, le tien, Moi, c'est... vous voyez mon écran là normalement. Ouais. Hop. Attends, je reteste pour voir si... Je vais partager l'écran entier pour voir. Ah, Ah, voilà. voilà. Ah, c'est bon. Ça- Là, c'est bon? Eh ben voilà. Désolé, je ne savais pas. Je ne sais pas pourquoi ça a buggé. Et donc, ce que je vous avais montré juste avant, c'est cette slide qui monte un peu la boucle où on va capter des données, les stocker, les traiter et puis automatiser des actions dans un bâtiment. Et donc, moi, la particularité par rapport à l'autre fille, c'est que moi, je travaille avec des applications de la Open Home Foundation. C'est en l'occurrence Home Assistant qui va permettre, avec un petit ordinateur, de créer un système domotique dans un bâtiment. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce système-là, c'est que finalement, il fonctionne principalement au niveau local. Le cloud, c'est vraiment une option. Donc, il y a toutes ces questions sur le contrôle des données, sur la vie privée. On sait bien gérer tout ça. C'est un système open source, donc il y a une grosse ouverture du système. On n'est pas enfermé, pas souvent dans des systèmes, ont parfois des verrouillages fournisseurs. Ici, vu que c'est open source, on va pouvoir mixer beaucoup d'appareils qu'on va pouvoir connecter au système. On va pouvoir mélanger les protocoles de communication. Et donc, il y a vraiment une approche d'ouverture. Et je crois que c'est quelque chose qui est rare aujourd'hui dans le numérique et qui mérite d'être souligné. Et puis, tout ce système est vraiment prévu pour quelque chose de très durable, pour de la robustesse, pour même une approche circulaire avec des systèmes pour installer Home Assistant sur des vieux ordinateurs qu'on va recycler pour en créer des petits modules intelligents dans nos bâtiments. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi très puissant et on peut l'utiliser de différentes manières. Ici, c'est un premier projet que je peux vous montrer qui est
qu'on a développé à Molenbeek. Et là, c'est dans les quartiers du vieux Molenbeek où il y a beaucoup de problèmes. Je travaille avec la maison de quartier Bonne Vie. Et en fait, on aide les gens à mieux comprendre leur logement parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de surconsommation énergétique, d'inconfort. Eh ben, on essaye d'identifier ces problèmes. Et pour y arriver, ben, on a créé ce fameux kit BABA, hein, qui est open source et toutes les données sont partagées. Et où on a un tout petit ordinateur qui va communiquer avec toute une série de capteurs. Et l'idée, c'est ça. Donc, je vous le disais, on va capter certaines informations qui vont être envoyées vers un mini-ordinateur. C'est un mini-ordinateur qui va consommer aux alentours de 4 watts, donc c'est pas non plus comme une grosse tour d'ordinateur qui va tourner en permanence et qui va pouvoir traiter ces données. Dans ce projet-ci, on l'installe pendant 30 jours et on va voir, il n'y a pas d'automatisation. En fait, le retour ne se fait pas. L'idée ici, c'est de pouvoir extraire différents rapports pour expliquer aux gens pourquoi ils vont avoir des problèmes de surconsommation au niveau électrique, des problèmes de confort. Et à l'issue de ces 30 jours, on rédige des rapports qu'on essaye le plus pédagogique possible pour expliquer un petit peu aux gens comment fonctionne leur logement. Et on voit que parfois la perception des gens est très différente de la réalité. Ici, on voit quelques données qui sont retirées de l'ordinateur à l'issue des 30 jours avec des pics d'humidité. Et puis, on peut calculer des valeurs. Ici, par exemple, sur la deuxième page, on peut voir qu'on va évaluer les risques de condensation. Donc, quand on fait une visite en hiver, on va prendre les températures qu'on a au niveau des murs. Et puis, vu qu'on a des capteurs d'humidité de température, on va, par exemple, calculer le point de rosée dans les différentes pièces. Et dans ce cas-ci, c'est un logement où il y avait beaucoup de moisissures. Et assez logiquement, on a vraiment mis en évidence que finalement, le point de rosée était en permanence au-dessus de la température qu'on avait pu observer en hiver à la caméra thermique sur les murs, ce qui était assez logique, bâtiment qui n'était pas isolé, un appartement d'angle. Et donc voilà, on a bien vu que c'est normal qu'il y a tous ces problèmes. Il y a une grosse charge humide qui va se plaquer sur les murs. Et puis on a regardé finalement aussi, c'est la dernière page par exemple, comment un capteur d'humidité va réagir. Par exemple, dans la salle de bain, on voyait qu'on avait, dans une salle de bain normale avec une bonne ventilation, on va avoir une montée d'humidité quand elle est utilisée, quand on prend un bain ou une douche. Mais ensuite, normalement, la ventilation va se déclencher et on va avoir une extraction rapide de cette humidité. Ici, on voit qu'on a un extracteur mais qui fonctionne pas bien. Alors là, des tests dans ce projet-là sont en cours pour voir comment on peut adapter parce que ça peut être un problème au niveau de l'extracteur, mais aussi au niveau des prises d'air. Et on regarde finalement comment le système réagit après avoir fait ces interventions. L'idée, c'est qu'on n'ait plus, vous voyez sur le dernier graphique, 15 heures pour revenir à la situation d'humidité préalable à l'utilisation de la douche, mais à voir si vous regardez dans la plupart des bâtiments, si on a une bonne ventilation, on va avoir une humidité qui redescend beaucoup plus vite. Et donc, dans ce logement-là, par exemple, il y avait beaucoup d'inconfort et cette humidité partait dans l'ensemble du logement, générait plein de problèmes. Et en faisant du monitoring, on va pouvoir vraiment conseiller les gens. Et ça fait parfois du bien parce que beaucoup de gens sont aujourd'hui confrontés à des tas de modèles sur la performance énergétique et tout ça, parfois qui sont pas faciles à comprendre parce que parfois leurs valeurs s'écartent un peu de la réalité. Mais ici, ils vont pouvoir avoir accès à toutes ces données. Et si ce projet BABA, on a essayé plusieurs fois d'avoir des soutiens de différentes administrations, il n'a jamais été soutenu. Et donc, au final, maintenant, c'est avec la maison de quartier Bonne Vie qu'on le développe. Moi, je le fais en pur mécénat sur ce projet-là. On a juste développé le kit et il est open source. Et donc, on commence modestement à partager ce qu'on a fait sur du GitHub, qui sont tous des systèmes pour essayer de créer aussi des nouveaux modèles et de se placer dans la continuité de ce projet Home Assistant de la Open Home Foundation. Et donc, on peut le faire soi-même. On voit les fichiers qui s'impriment des petits boîtiers. Vous pouvez charger les fichiers imprimés chez vous dans un Fab Lab. On a essayé de réduire au maximum les coûts et on essaye de plus en plus de le développer pour que ce soit un système le plus ouvert possible. Et donc, je crois que c'est vraiment une nouvelle approche. On peut implémenter ça avec des très faibles coûts dans des bâtiments. Ça, c'est pour la partie capter les données, analyser les données. Et là, je vais vous montrer un deuxième exemple. C'est l'hôtel marin de Thieuzy à Mons. C'était
un architecte m'avait contacté parce qu'il était en fin de carrière et m'avait proposé de reprendre cette mission. Il avait fait une belle restauration du bâtiment, mais on avait changé l'usage. On avait créé des petits appartements dans cet immeuble et il apparaît, vu que le bâtiment est classé, qu'on n'avait pas pu isoler les murs, on avait aussi à nouveau beaucoup de problèmes de condensation, de moisissures. Et donc, quand je suis arrivé, on était à deux doigts dans chaque logement d'installer des groupes de ventilation système C centralisé, mais qui impliquait de démonter beaucoup de choses, des gros investissements. Il y avait 12 petites unités. Et donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être une autre manière et qu'on pouvait peut-être essayer de rendre ce bâtiment intelligent en limitant les investissements. Et j'avais un autre client qui était responsable de Cerelec et qui était aussi motivé, qui travaille sur de fournitures de matériel électrique, dont des ventilateurs, et qui m'a aidé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu la situation existante. On avait dans ce bâtiment 12 petites unités, avec souvent occupées par des couples. Hein. C'est des studios avec deux personnes, donc les charges d'humidité sont assez importantes. Et au niveau des infrastructures en place, on avait quelque chose d'assez classique avec un ventilateur qui était dans la salle de bain, avec déclenché par un hygrostat. Le problème, c'est que il y avait peu de communication d'air une fois que les portes étaient fermées entre ces espaces et que des tas de moments où on sait qu'on produit beaucoup d'humidité dans les chambres, aussi dans les séjours quand on va cuisiner et tout ça, eh bien finalement cet hygrostat ne se déclenchait pas au bon moment et l'humidité s'accumulait dans les logements. De nouveau, avant d'investir dans la mise en place d'un système de bâtiment intelligent, on a fait du monitoring, on a travaillé avec des sondes toutes simples de chez Testo, même une sonde qu'on a déplacée. Et à nouveau, on a calculé le point de rosée en permanence et on a regardé par rapport aux propriétés des murs plus ou moins le genre de température qu'on allait avoir sur la face intérieure. Et on a vu à nouveau qu'on était très très souvent finalement en condition de condensation sur les parois, ce qui va générer, une fois qu'on a de la condensation, ce qui va pouvoir générer l'apparition de moisissures. Et donc l'idée, c'était de se dire, ah, on garde le ventilateur. Enfin, on a essayé de le garder partout où on pouvait, mais finalement, ils avaient aussi des défauts en termes de force d'extraction, donc on en a changé aussi. Mais on a finalement bypassé l'hygrostat. On s'est dit qu'on allait mettre un petit relais sur le ventilateur, qui est une sorte d'interrupteur qu'on va piloter à distance. Et en fait, on a rajouté plus de sondes de température et d'humidité. C'est des toutes petites sondes hein, qui coûtent entre 10 et 15 euros, qui communiquent avec, on le voit, le micro-ordinateur qu'on voit ici au-dessus. C'est un Raspberry Pi. Ils ont un petit peu augmenté au niveau des prix, mais on va être aux alentours, je pense, entre 130 et 150 euros pour le micro-ordinateur. Et on va avoir une petite antenne pour que les capteurs puissent communiquer avec ce petit ordinateur. Et là, nous, on utilise, mais là, on va pas rentrer dans les détails, le protocole Zigbee qui permet de faire des réseaux maillés. Et donc là, les différents capteurs vont analyser l'humidité qu'il y a dans le logement et on va pouvoir, vous allez le voir par la suite, créer des automatisations pour déclencher vraiment, quand c'est nécessaire, le système de ventilation. Et donc là, cet ordinateur que vous voyez là à 150 euros, c'est celui-là qui tourne pour les 12 appartements. Donc, c'est vraiment pas un investissement très important. Ça peut facilement être implémenté, c'est assez robuste. Ici, on voit la carte de notre réseau Zigbee. Hein. J'imagine que Lotfi parlera d'autres protocoles. Je crois qu'aujourd'hui, c'est assez, enfin, pour un architecte comme moi, c'est assez compliqué parce qu'il existe tellement de protocoles. Nous, on a eu du mal à savoir ce qu'on allait choisir. Il y avait plusieurs Wi-Fi vu qu'on avait 12 appartements et c'est ça qui nous a poussé à travailler avec le Zigbee. Comme vous pouvez le voir, sa particularité, c'est que c'est un réseau maillé. Donc, tous les éléments qu'on va brancher, les relais, sont des récepteurs, mais deviennent aussi des relais pour le signaler. On voit qu'on a comme ça tous ces appareils qui font un réseau entre eux pour pouvoir communiquer et augmenter finalement la portée de notre réseau. Et voilà, ici, par exemple, c'est le dashboard qu'on va avoir développé sur base de Home Assistant avec différents calculs. Hein. On mesure toujours la température et l'humidité relative. Et puis, à partir de là, on calcule toujours l'humidité absolue qu'on va avoir dans l'air et puis les points de rosée. Et on va pouvoir créer des automatisations. On compare
Ici, on le voit sur le graphique, humidité absolue. On a la ligne rouge qui est l'humidité à l'extérieur. Là, on voit qu'on pourrait ventiler parce que en faisant de l'infiltration, on a un air plus sec à l'extérieur. On pourrait assécher. Pour le moment, le projet, c'est cette semaine, on est occupé de décaisser des portes parce qu'en fait, on a fait tous nos systèmes de ventilation, mais on voit qu'en fait, il y a des gros soucis de transfert entre les espaces. Et donc là, il y a un menuisier qui va venir décaisser les portes et on a travaillé pour améliorer l'apport d'air. Et donc là, on va voir qu'on a créé des automatisations qui font que, en fonction de certaines conditions, là, on voit 45 actifs ventilation supérieure à 64. On voit sur une des lignes sur le petit ventilateur 1. Ça veut dire qu'au-dessus de 64% dans la salle de bain, on va déclencher le ventilateur. On va voir quand ça se déclenche. Et on va voir qu'on va pouvoir améliorer les courbes d'humidité relative. On voit que dans les salles de bain, avec l'activation du ventilateur, on arrive justement, si vous regardez l'humidité relative sur le graphique en bas, on voit que quand on a une pointe dans la salle de bain en jaune, on voit que ça descend beaucoup plus vite. On n'a pas comme sur le précédent cas, quelque chose qui met 15 heures à revenir à la normale. Et donc, on voit qu'on va pouvoir améliorer le confort et éviter un tas de soucis. Et ici, c'est pour ça qu'on a changé les ventilateurs avec ces relais, qu'on a mis des ventilateurs de vitesse. On pourrait même les moduler totalement, mais ici, c'était aussi on voulait des ventilateurs robustes qui fonctionnent sur 2 vitesses et on va mettre des conditions pour les déclencher sur base des capteurs. Et donc ici, on voit de nouveau, comme dans beaucoup de programmes aujourd'hui, on a une interface pour simplifier la programmation de ces conditions. Et donc ici, on voit le fameux quand, qui est quand est-ce que je vais lancer cette automatisation. Et bien là, on va choisir un appareil. La première ligne, on voit 45 sensors, humidité, température de la salle de bain. Donc on lui dit quand ce capteur-là, on va lire la valeur de ce capteur-là. La ligne d'en dessous, on lui dit qu'il faut regarder quand cette valeur change. Et si cette valeur est supérieure à 64, alors on va pouvoir, tout en bas, on a le alors faire, on va pouvoir déclencher le ventilateur. Et donc, c'est des conditions assez simples. On voit ici qu'on peut cumuler des conditions, par exemple sur plusieurs capteurs. Et donc, si une de ces conditions est remplie, il va procéder à l'automatisation. Mais on peut aussi créer des situations avec des conditions optionnelles et conditionnelles qui font, alors il faut que les deux conditions soient remplies. C'est si ça se passe et ça se passe, alors je déclenche le ventilateur. On voit que l'interface est assez simple et derrière, c'est comme dans tous les systèmes finalement de plateforme où on encode sur base d'interface, derrière il y a un code qui est généré et qui va piloter finalement le système. Et ici on peut voir c'est le code YALM dans le cas de Home Assistant où on voit, vous voyez, il y a en jaune, j'ai mis les triggers qui sont les déclencheurs, c'est l'équivalent du quand. On voit que là, on a pu choisir avec un nom assez compréhensible l'appareil. Ici, c'est plus obscur au niveau du code. On a device et puis l'entité avec des longs codes. Et puis, voilà, ces éléments, on définit les déclencheurs. Et puis, tout en bas, on a les actions. Et vous voyez que l'action, elle est toute simple. C'est allume le ventilateur. Et donc, au final, on analyse la condition sur des capteurs et on déclenche certaines choses. J'ai vu que l'autre fille allait vous parler de système, je crois, de protection solaire. Finalement, après, on change, on met le capteur qu'on veut. Avec un capteur d'humidité, je pourrais déclencher une lumière dans la cuisine. Ça n'a pas de sens, mais le système peut le permettre. Il faut vraiment toujours imaginer ces deux couches avec les capteurs et puis des relais qui vont pouvoir déclencher toute une série de choses. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui permet d'être implémenté et qui est, parce que beaucoup de gens disent pour l'environnement, est-ce qu'on va mettre de l'électronique partout? Il n'y a pas beaucoup plus d'électronique que dans votre sèche-linge ou dans des tas de choses qu'on a chez nous. Et dans nos voitures, on a une multitude de capteurs. Dans tout ce qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de capteurs. Il y en a finalement très peu pour piloter nos maisons qui sont paradoxalement des éléments qui consomment énormément d'énergie, des situations où on a aujourd'hui très vite de l'inconfort. On sait on parle beaucoup d'étanchéité, d'isolation, mais si derrière on ne ventile pas correctement, on peut avoir des gros soucis de confort dans les habitations. Donc moi, je suis vraiment
assez convaincu. Ça, c'est sur du pilotage de ventilation. Chez moi, à mon domicile, je fais aussi du pilotage de consommation électrique. Ça permet de vraiment voir où on consomme et ça permet de réduire assez rapidement certains postes de consommation. Et vu les enjeux environnementaux, je pense que cette couche d'intelligence qu'on va pouvoir rajouter dans les bâtiments, c'est réellement un plus. Donc voilà, c'est quelques petits exemples qui sont des choses toutes simples, faciles à mettre en œuvre. Je ne vous ai pas présenté de la haute technologie. Pour certains, ça peut sembler sans doute, s'ils sont dans le domaine, très très basique, mais pour ceux qui ne voient pas l'apport que peut représenter l'IoT et les objets connectés dans les bâtiments, je trouvais que ces deux exemples étaient intéressants. Et donc, je passe le flambeau à Lotfi pour qu'il présente aussi quelques exemples. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Benoît. L'autre fille, je ne sais pas si tu sais activer ton partage d'écran, si on a encore. Euh, je vois Anne qui dit très très intéressant en effet. C'est vrai que quand on n'a pas, quand on n'est pas dans le milieu, moi j'ai beaucoup de gens qu'on croise qui ne connaissent pas du tout l'IoT et qui voient ça souvent comme quelque chose d'assez gadget, on va dire, parce qu'on entend souvent, comme tu disais, les protocoles qui sont fermés. Mhm. Et donc, je trouve ça hyper intéressant de se dire, bah, tiens, ça peut être justement beaucoup plus ouvert. Au final, on se dit que ça va coûter très, très cher, alors que voilà, avec comment dire, peu de Oui. moyens, on peut arriver à quelque chose qui permet de faire la différence. Je pense que c'est très, très vite rentabilisé au niveau Mhm. des consommations. Je sais pas sur combien de temps ça peut être rentabilisé, mais à mon avis, c'est... Il faudrait faire des calculs. Aujourd'hui, pour pas exagérer non plus, il faut dire que le marché, c'est beaucoup des solutions toutes faites, assez fermées. Ici, voilà, on travaille avec Home Assistant, trouver des électriciens, des corps de métier qui ont envie de nous suivre et qui nous renvoient pas vers ils préfèrent les solutions toutes faites. Ouais. Ça demande quand même un certain engagement de l'architecte, du client, du maître d'ouvrage. Et donc ça, il faut pas minimiser. Mais voilà, si on s'approprie les systèmes, ça devient moi. Mais la cliente au niveau de l'hôtel Amont, c'est là vraiment aujourd'hui, c'est elle qui fait ses réglages, qui pilote tout ça, et c'est devenu un élément très important dans la gestion de son bâtiment. Mais ça nécessite quand même un certain engagement et certains efforts. Il faut passer le cap. Alors, je vois Céline qui nous dit, je trouve cela hyper intéressant car souvent la seule solution annoncée est une VMC à plus de 10 000 euros. Bah, c'est vrai que dans des cas où on peut réfléchir à une solution plus adaptée et plus résiliente aussi, je pense, existe-t-il des entreprises spécialisées dans la programmation de ce genre de système? Thomas Delwish qui nous demande. Si monsieur en trouve un, il peut m'envoyer son adresse. Mais Oui, ça existe, hein. Il y a des gens, je crois, qui sont. Mais c'est pas facile parce que beaucoup de gens vont dire qu'ils ont fait de la domotique. Il y a des protocoles KNX, on a parlé de tout ça. Mais trouver quelqu'un qui est dans cet esprit aussi d'ouverture, parce que ce serait intéressant d'avoir le retour de l'autre fille. Moi, Home Assistant, je l'aime bien parce que c'est open source, donc on peut connecter une voiture électrique à son système. Moi, j'ai créé des capteurs, je vous les ai pas montrés, mais pour contrôler en direct ma consommation d'eau à la maison, c'est le nombre de litres consommés et enregistré en direct. Ça permet de prendre conscience. Moi, je pense qu'en fait, aujourd'hui, il faut réaliser que dans les enjeux environnementaux et énergétiques, nos bâtiments sont quand même des gouffres assez importants. On a les niveaux de confort qui sont apparus au XXe siècle font qu'on consomme énormément de ressources. Et aujourd'hui, il faut des éléments pour qu'on puisse visualiser et qui puissent nous aider à réduire cette consommation de ressources. Là, je m'arrête, je passe la parole. Juste une dernière petite question, enfin, petite remarque et après on pourra passer à l'autre fille. Charles qui nous dit c'est très intéressant mais malheureusement pas encore à la portée de tous, entre parenthèses, fracture numérique. Mhm. Mais Euh, je pense que c'est quand même, si on regarde le système Home Assistant et tout ça, et toutes les démarches qui sont faites pour l'installer, honnêtement, si vous allez avec le système des wikis, alors c'est sûr que si on a, mais quelqu'un qui a quelques notions, la plupart des architectes qui ont un ordinateur et qui savent travailler sur AutoCAD et installer un programme, ils sont capables en suivant des méthodologies assez simples de mettre déjà pour tester chez eux sur un petit ordinateur Home Assistant et
ça se branche, ça consomme pas grand-chose. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé à tester, j'ai commencé à piloter des lumières. Et puis, je me suis dit, ah, c'est quand même pas mal. Et je me suis dit, ah, ça a vraiment de l'intérêt dans les bâtiments. Parce que Mhm. c'est une toute petite couche d'intelligence. C'est pas beaucoup de watts, hein, par rapport à notre ordinateur qui fait tourner AutoCAD, notre portable. C'est du 200, 230 watts. Enfin, je sais pas, peut-être, mais je crois qu'on est dans ces eaux-là. Là, on parle de puissance bien moindre. C'est des petites couches d'intelligence qui consomment pas beaucoup et qu'on peut mettre dans les bâtiments. Merci beaucoup, Benoît. Lotfi, je te laisse la parole. Oui, excuse-moi, parce que j'étais éjecté de la réunion et depuis, je ne peux pas réactiver moi-même le son. Donc, Tu as été euh, éjecté. oui, oui, je sais pas, le Zoom a planté. Alors, je vais commencer peut-être par partager une petite vidéo et après je la noterai. Donc, c'est une petite vidéo sur un démonstrateur qu'on a fait sur base d'un projet dont j'avais parlé la semaine passée qui vise à gérer la surchauffe estivale dans les bâtiments. Vous voyez mon écran? Voilà. Oups. On n'a pas le son, Lotfi. Je ne sais pas si c'est. Ah, ça marche, c'est moi. Tout à l'heure, ça marchait. Peut-être du coup, si tu peux commenter les images. Oui. Bon, je reviendrai. Alors, tout à l'heure, on a activé le son. Bref, donc, bon, tant pis. Donc, en fait, c'est un modèle miniature en fait d'une maison avec les automatismes pour gérer la surchauffe estivale. Donc, en gros, des stores solaires, des Velux, des protections solaires. En fait, le but c'était de voir comment exploiter l'ensemble de ces mécanismes-là pour un peu mieux piloter la ventilation, je veux dire, naturelle, hein. Donc, quand est-ce qu'on ouvre les fenêtres, on crée un courant d'air pour que on absorbe une certaine inertie thermique du bâtiment ou qu'on anticipe que la maison surchauffe moins pendant les périodes quand on anticipe une vague de chaleur qui va arriver. Tous ces mécanismes existent. Le problème, plus on rajoute des mécanismes, plus le pilotage devient un peu tricky, un peu compliqué. Et surtout, en fait, chaque maison est un peu unique en fait. Même si on a les mêmes équipements, on ne les dispose pas de la même manière, on ne les pilote pas de la même manière. Et donc, en fait, une première étape, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, c'est d'abord disposer de l'information. Alors, l'information, c'est l'état des équipements et surtout une sorte de vue assez la, la plus exhaustive possible sur ce qui rentre en ligne de compte pour surveiller les paramètres de la maison. Donc, en gros, voilà, la présence, on parle de la température, l'humidité. euh, on peut aussi, on sait que euh, beaucoup de personnes s'équipent de petites stations météo chez eux, ou même les stations low cost, là, qu'on peut déployer à budget abordable. Donc, l'idée, c'est de voir, en fait, on peut avoir une multitude de sources d'informations qu'on peut compiler dans le cadre de ce use case-là. Et selon les maisons, on peut déployer plus ou moins de capteurs, et même pour la même maison, on peut rajouter des capteurs en cours de route pour
comme les exemples qui étaient montrés tout à l'heure, ben, si on a un problème en bouillanterie ou quoi, etc., on veut peut-être monitorer, voir comment évolue le taux d'humidité locale en fonction de l'usage, et en fonction du moment de la journée ou de l'occupation de la maison. Donc, tout ça, en fait, était mis en place. Donc, le démonstrateur, il est chez nous. Donc, vous n'hésitez pas à nous contacter pour venir voir, en fait, et itérer là-dessus. Mais en gros, c'est plus pour montrer le spectre du possible et comment on peut exploiter cet ensemble d'informations qui viennent effectivement de plusieurs types de composants, dont certains. Alors, Benoît a évoqué le Zigbee. Je dirais quelques protocoles assez connus sur le marché. Donc, ça peut partir de la radiofréquence simple jusqu'à le Bluetooth, le Zigbee, le Z-Wave. Ce sont des équipements qui sont plutôt censés faciliter l'intégration de leurs données, moyennant effectivement une base en termes de gestion de ces logiciels. Euh, alors, ce qu'on a fait, c'est plutôt montrer la collecte de ces données-là, et puis justement, euh, quand on active des règles, comme l'a montré Benoît, par programmation, en général, ça tourne sous le capot, en fait. Une fois qu'on les a programmées, ben, elles sont là et tout se passe. Alors, une possibilité supplémentaire, c'est que le système qu'on déploie puisse renseigner sur ce qui se passe réellement et quelle règle était activée, à quel moment, sous quelles conditions. Ça aussi, on sait, sur ce démonstrateur-là, on le montre euh, euh, de manière assez intégrée. Euh, et donc, bon, après, il y a les aspects, je reviendrai dans des écrans plutôt temps réel. Donc voilà, il y a aussi un état, un état de notification en fonction de différents statuts. Ici, c'est miniature, donc tout est un peu simulé en fait. Mais on voulait montrer que quand il y a, par exemple, une chambre qui est exposée via un Velux, que quand la température dépasse un certain seuil, ou quand on a des informations qui viennent des prévisions météo qui indiquent une surchauffe, enfin une journée assez chaude en été, bah, effectivement, on décide d'ouvrir, de baisser ou d'ouvrir d'ouvrir les Velux ou de baisser les protections solaires. Tout ça, c'est des règles qui se programment et qui sont je veux dire, assez pratiques et qui peuvent aussi se mettre à jour en termes de paramétrage par rapport à chaque maison dans sa configuration, comme je l'avais dit, est un peu unique. Bon, je vous enverrai le lien de la vidéo. Elle est sur YouTube avec le son. Je suis un peu embêté que ce soit pas que j'ai pas accès au son ici. Donc, en fait, pour vous montrer de quoi il s'agit, donc en fait, on arrive. Donc ça, c'est un écran, un dashboard comme ceux que Benoît avait exposé, qui est les éléments qu'on a mis en place dans ce démonstrateur. Donc on voit, voilà, en Là, moniteur. on voit pas ton écran, le fil. Ah, hop, hop. Est-ce que j'ai arrêté le partage? Ouais, ici, je te vois plus comme notifié en partage d'écran. Je repartage. Hop, voilà. Voilà, c'est OK. De nouveau disponible. OK. Donc ici, on a un écran de dashboard sur le fonctionnement du démonstrateur en temps réel. Donc on a les différents éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc il y a les particules fines, on peut mesurer. Donc là, effectivement, c'est par rapport à ce projet-là, il y avait des compromis à faire en fait. On peut aérer quand il fait trop chaud,
mais s'il fait trop pollué dehors, parce qu'on sait qu'en été, bon, voilà, il peut y avoir des pics de particules fines ou de pollution. Donc, il y a des choix à faire. Ou parfois aussi, quand on veut garder un certain niveau de luminosité, donc on monitor la luminosité, parce que voilà, c'est un environnement dans lequel on est en train de travailler. On veut pas que voilà, des variations assez importantes en termes de luminosité. Donc, tout ça, c'est piloté par des règles qui vont alors, décider du niveau euh, d'ouverture ou du moment d'ouverture ou de pilotage de ces installations, de gestion à la fois de la surchauffe estivale et du confort utilisateur aussi et du bien-être. Du bien-être. Euh, alors, ce que je suis en train de montrer ici, c'est plutôt, alors, c'est un autre outil en partie open source. Bon, ici, on a une licence plutôt professionnelle euh, qui permet de collecter ces données-là et de créer ces dashboards, ces écrans de visualisation et de les piloter. Je vais vous montrer d'autres exemples sur le sujet. Donc ici, c'est l'écran qui concerne ce démonstrateur-là. Euh, mais on a un autre démonstrateur qui est plutôt aussi, ça illustre les mêmes principes en fait, hein. Donc, on a des capteurs et des actionneurs sur le terrain qui peuvent, ici c'est classé plutôt en termes, bon voilà, on monitore l'ambiance, on peut monitorer la partie électrique, électrotechnique. Bon, il y a la partie sur la droite, elle nous importe moins aujourd'hui. Euh, et avec ça, on peut avoir en fait une vue alors assez ici c'est du temps réel sur un banc de démonstration, un autre banc de démonstration qui est déployé dans l'espace où on travaille, où effectivement on monitor, on peut montrer qu'on monitor. Voilà, c'est d'autres types d'éléments physiques du terrain qui peuvent être intéressants pour divers usages en fait, hein. Donc en fait, on découple le fait que on monitor les usages qu'on fait et les sources de données. Et ici, par exemple, on peut monitorer plus. Un autre exemple, c'est par exemple sur base du niveau de bruit dans un espace, euh, on va piloter l'éclairage parce que voilà, on considère qu'il n'y a plus personne qui est là à partir d'un certain temps. Ça peut être aussi voilà, il y a des capteurs, on peut mettre des capteurs et si c'est des capteurs de vibration, mais en tout cas pour détecter des présences on voit que ces éléments sont intégrés. Alors ici, c'est en termes de monitoring, mais on peut de la même manière voir. euh, on peut. Alors l'outil permet ici de faire. On voit ici chaîne de règles. Donc, on peut implémenter des règles, comme Benoît l'a montré, avec l'outil qui vont expliquer, qui peuvent être simples, voire de plus en plus sophistiquées en fonction des usages, et les piloter et les intégrer dans l'outil sur base des données qui sont collectées, monitorées et stockées. Donc, on peut faire aussi de l'analyse un peu plus historique, en fait, sur l'évolution des données. Euh, c'est pas le seul outil, comme on a dit. Donc, en fait, on collecte les données, on les met à disposition et après, des outils de visualisation ou de pilotage peuvent les exploiter, hein. Ici, c'est un autre exemple. Par exemple, on est en train de mettre en place un monitoring. Vous voyez l'écran, hein. On est en train de... Oui, voyez mon on écran? voit bien Oui, l'écran, ouais. ok. Euh, Ici, c'est un monitoring de la consommation électrique, plus d'autres capteurs dans une technologie qu'on est en train de tester en termes de stabilité, qui est la technologie LoRaWAN. Ici, LoRaWAN privé. Donc, c'est des capteurs qui peuvent fonctionner sur pile, sur de très longues distances, relativement parlant, hein. Donc, ça peut aller jusqu'à des centaines de mètres, voire des kilomètres en fonction de la configuration qu'on met. Euh,
Ici, c'est pour récupérer le nombre d'impulsions sur le compteur électrique, par exemple. Donc voilà, on voit que ça nous permet aussi de voir, de tirer des informations sur l'usage du bâtiment. On voit que la croissance, elle est quasi linéaire. Donc en fait, un enseignement qu'on peut en tirer, c'est que voilà, chez nous ici, la consommation électrique, elle est quasiment la même jour et nuit en fait, hein, quasiment quelques variations près. Euh, et là, bon, c'est normal, c'est pas normal, ça c'est autre chose. C'est l'interprétation des données. Mais ça peut être source d'information pour mettre en place des optimisations dans la gestion du bâtiment. Euh, alors, on peut mettre en place toutes sortes, donc, toutes sortes de monitoring. Donc, par exemple, ici, on voit l'éclairage d'intensité lumineuse, de, des éléments qui viennent de stations météo, la pression, etc. Si c'est, enfin, la pression atmosphérique, même s'il il y a pas un usage particulier qu'on en fait. Euh, voilà. Je vous montrerai aussi la manière dont on pilote le bâtiment. Est-ce que c'est ici? Non, c'est pas ça. Oui. Alors, voilà. Donc ici, par exemple, pour être concrètement, donc voilà, ici, c'est notre bâtiment. Bon, il y a pas mal d'aspects de démonstrateurs technologiques, mais c'est représentatif de ce qu'on peut faire avec des outils. Donc, comme j'ai dit, il peut y avoir, il y a des versions pas payantes, enfin gratuites ou voire pas très chères pour mettre en place des solutions pour des besoins simplement de monitoring, parce que c'est le premier pas, hein, effectivement. Ce qu'on monitore euh, est le premier pas pour mettre en place des optimisations in fine dans la connaissance de son bâtiment et dans la maîtrise des performances, en tout cas la qualification des performances. Euh, Ici, concrètement, on a mis en place certaines démonstrations. Donc, je vais en montrer. Par exemple, ici, on a la liste des dispositifs qu'on a déployés, hein, et on peut voir leur état, actif, inactif. C'est des capteurs à gauche, à droite qui sont déployés. Donc, ça, c'est plutôt l'inventaire de ce qui est déployé. Euh, voilà. Voilà, ici. Euh, donc, on peut faire aussi de la gestion d'utilisateurs. Si certaines informations doivent être accessibles à des utilisateurs du bâtiment, des exploitants du bâtiment, du corps technique qui va intervenir sur une partie des bâtiments, on peut gérer des utilisateurs. Ici, c'est plutôt du dashboarding pour montrer en fait le niveau de détail qu'on peut aller chercher. Ici, c'est des informations qu'on va aller chercher dans le système HVAC. Bien sûr, voilà, c'est pas, ces informations-là, à la base, sont destinées au personnel technique. Mais les informations qu'elles contiennent peuvent avoir un usage beaucoup plus large pour les utilisateurs. Donc, on sait que le système HVAC utilise la concentration en CO2 pour piloter la ventilation du bâtiment. Mais c'est intéressant aussi pour les utilisateurs d'avoir accès à cette information qui a priori n'est pas visible, ou alors il faut être le technicien qui gère le système, pas visible au reste des utilisateurs, aux propriétaires, aux exploitants, aux visiteurs, parce que on peut imaginer que voilà, ça peut permettre un meilleur usage du bâtiment, une meilleure compréhension des inefficacités, ou même extraire des informations sur l'utilisation du bâtiment. Enfin, peut avoir une corrélation assez forte entre, par exemple, la concentration de CO2 et le nombre de réunions qu'on effectue en bâtiment, ou même la fréquentation du bâtiment lui-même. Euh, on peut voir aussi la corrélation avec voilà, est-ce que c'est suffisant en termes, enfin, les paramétrages du système HVAC en général sont cachés, en fait, on ne les connaît pas. Le fait de faire fonctionner plus vite ou moins vite
la ventilation est quelque chose qui peut agir sur la consommation électrique euh, et on peut détecter des inefficacités. Par exemple, voilà, on ventile, on surventile alors que c'est pas nécessaire, ou alors on sous-ventile et on voit que le taux de CO2, même avec la ventilation actuelle, il monte trop haut. Donc c'est peut-être aussi un indicateur que euh, les filtres sont encrassés ou ce genre d'interprétation. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ici, on peut faire du monitoring un peu spécifique sur certaines zones du bâtiment, comme Benoît l'a montré, hein, ici, usage d'une grande salle de réunion. Ici, c'est intéressant, puisque c'est arrivé avant-hier, on voit que notre système, ici, c'est des informations. Donc, alors, ces informations sont en principe accessibles qu'au personnel technique, mais en mettant en place une collecte de ces informations-là qui n'est pas trop compliquée au final, en fait, hein, on se connecte de façon informatique au système, à l'interface du système HVAC, et on va aller chercher la donnée qui nous intéresse. Ici, c'est la température, enfin des mesures de température en termes au niveau du système, au niveau de la pompe à chaleur. On voit on a forcé le basculement vers le mode clim il y a récemment. Donc, on voit la température de l'eau qui circule, elle est inférieure à 10 degrés, alors qu'on était voilà, sur du mode chauffage il y a quelques jours. Bon, la courbe, elle est normalement, ici, c'est un artefact d'affichage parce que ça calcule une moyenne par période de temps. Mais les oscillations sont dues à des moyennes, en fait, donc, en fait sur des périodes. On peut aussi aller chercher des alarmes ou des notifications dans tous ces systèmes qui sont dans le bâtiment, mais que en général on traite pas en fait. Ils sont pas accessibles en temps réel. Elles restent dans le système, des warnings, ce genre de choses qui sont cet accès à l'information ne sont traitées que lors de la maintenance annuelle, par exemple. Or, elles peuvent générer des très grosses inefficacités dans la gestion du bâtiment. On peut monitorer, oui, ça c'est, on en parlait la semaine passée, donc on peut monitorer aussi aujourd'hui très facilement la consommation de certains équipements. Ici, on n'a pas beaucoup de machines chez nous, par la machine à café, mais on peut voir en temps réel l'usage de certains équipements électriques qui sont intéressants à surveiller parce que peut-être, voilà, c'est des fonctionnements. On peut, par exemple, vérifier l'état d'une pompe, d'une vanne, d'un système pour savoir si elle reste bloquée, ouverte ou pas. C'est arrivé, par exemple, sur des pompes des pompes d'eau de pluie, par exemple. Hum, voilà. Je regarde si j'ai d'autres illustrations à vous présenter. Donc ça, on a déjà présenté. Ça aussi. Je regarde au niveau compteur électrique, par exemple. On a ici, bon, on monitore des systèmes. C'est pas le système final, c'est un système de démonstration, mais on peut très facilement aller chercher des informations plus précises sur certaines parties de consommation électrique. Maintenant, avec des pinces ampérimétriques ou des mini compteurs communicants, on peut voir et piloter, voir donc ici, j'active simplement un éclairage sur deux zones, disons, du bâtiment. Et je peux monitorer, par exemple, s'il y a des problèmes d'éclairage, surtout s'il y a des éléments qui ne sont pas activés alors qu'elles sont censées être activées. Rien qu'en monitorant la consommation électrique, on voit ici que il y a un pic sur le courant de la branche en question. Voilà. Tout ça. Donc ça, c'est pour montrer la voie plutôt contrôle. Alors ici, on est dans un contrôle manuel et encore une fois, c'est des contrôles qui peuvent être mis en place de façon totalement automatique avec des règles qui les pilotent. Je voulais vous montrer.
une autre façon d'explorer les... voilà. Ça, c'est le moteur de règles. Donc, c'est l'équivalent de ce que Benoît a montré tout à l'heure. Euh, c'est des règles qu'on peut appliquer sur les données qu'on collecte. En gros, on va définir l'input, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte, et puis quelle action on va faire sur le système. Voilà, c'est des liens, c'est un peu, ici c'est une représentation graphique. Euh, L'idée, c'est de dire, voilà, si j'ai telle information, si j'ai tel dépassement de seuil ou quoi, j'active telle action qui peut être une action d'envoi d'un message sur un système informatique, de pilotage d'un actionneur ou toute autre action, en fait, au sens large du terme. Hein. Par contre, l'autre fil, je vois Euh, qu'il est 56. Je sais pas si tu as une dernière petite chose à me Je, rappeler. je pense que oui, j'ai fait le tour ici. Quel tour? Parfait. Donc, Merci beaucoup en tout cas. ouais. De rien. Alors, juste une dernière chose, oui. Ici, j'ai montré le schéma. Donc, en fait, on a la partie espace démo. Là, c'est juste pour vous montrer les parties démo. Donc, vous pouvez venir voir cette démonstration en local chez nous. Hein. En fait, on vous accueillera avec plaisir. Euh, le, je vous montre ici, donc on peut disséminer des différents capteurs dans différentes zones du bâtiment et y avoir accès. Bon, ici c'est juste de la visualisation, mais ça peut nous renvoyer. Donc voilà, on voit, voilà, ici on monitor simplement l'humidité, température, mais ça peut être tout autre type de capteur. Et on voit au deuxième étage, on a le système HVAC, la pompe à chaleur, et on peut avoir des informations. Voilà. On retombe sur l'information que j'avais montrée tantôt. Ok. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Lotfi, de ton intervention. Donc, il nous reste quelques minutes. Simon, si tu peux partager. Ouais. Donc, voilà, Simon de l'Infopole va vous présenter quelques façons de, si vous avez un projet. Oui, donc voilà, bonjour à tous et à toutes. Simon, je travaille à l'Infopole. Donc l'Infopole, on est le cluster des entreprises du numérique en Wallonie. Et donc en gros, on a un réseau d'entreprises. Et donc si vous avez des projets de digitalisation ou autres, ou si vous voulez être mis en contact avec un expert numérique, comme je l'ai déjà mis dans le chat tout à l'heure, mais n'hésitez pas à scanner ce QR code. Et alors nous, on vous mettra directement en contact avec un expert selon vos besoins et donc on sélectionnera vraiment une personne qui répondra au mieux à vos besoins. Alors aussi, il y a plusieurs moyens de financement si vous avez des projets numériques. Par exemple, il y a le Startia qui est mis en place par l'Agence du numérique. Et donc, Startia, il vise à émerger des opportunités liées à la donnée, à l'IA et à vos activités grâce à des experts qualifiés et dans le but d'assurer la réussite de futurs projets digitaux innovants. Donc ça, c'est un projet de 40 heures étalé sur 3 mois où il y a vraiment un expert numérique qui vient voir ce qui est possible de mettre en place au niveau de l'IA dans votre entreprise. Et alors, c'est subventionné à 70%. Donc, ça ne coûte que 1500 euros, 2000 euros à l'entreprise. Donc, c'est accessible en permanence. On a aussi le diagnostic numérique. Donc ça, c'est un petit peu la même chose. Ça, vous pouvez le retrouver, la maturité numérique, pardon. Vous pouvez retrouver ça sur le site des chèques entreprises. Et alors, on a le prêt Digital Line de Wallonie Entreprendre, ça, c'est un prêt directement avec votre banque, aussi pour voir ce que vous avez en place, ce qu'il est possible de mettre en place, comment le mettre en place. Et donc, voilà pour moi. Donc, si vous avez besoin d'informations pour un expert numérique pour les aides au financement, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Loris ou moi. On peut vraiment être là pour vous aider et vous accompagner dans vos projets de digitalisation ou même pour en discuter et voir ce qui est possible de mettre en place dans votre entreprise.
Vous Euh, pouvez aussi, ah ben ça, Laurie, je te Pardon. laisse la Peu main. importe, peu importe. Donc voilà, ici, donc, comme on avait déjà dit la semaine passée, en fait, nous, notre objectif, c'est vraiment d'aider à la digitalisation, pardon, en Wallonie. Donc, du coup, on aimerait bien avoir vos ressentis. Là, vous avez des pain points, des endroits où vous sentez que ça manque enfin, là où on devrait travailler. Et c'est pour ça qu'on a créé ce questionnaire. Donc, si vous avez envie de participer à ce que les choses avancent et bougent, je vous invite à scanner ce QR code donc visible à l'écran pour justement répondre c'est un petit questionnaire, ça prend même pas 5 minutes. Et justement, nous, ça nous aide à nous orienter dans notre travail. Et comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à nous contacter donc, sur l'adresse de Simon, sur la mienne numérique@uwa.be pour tout ce qui est accompagnement numérique. Donc ça, c'est subventionné par la région wallonne. Et donc ça, nous, on vient directement chez vous et on a une petite, voilà, c'est pas aussi complet qu'un accompagnement. Enfin, c'est pas c'est vraiment dans le but de discuter, voir un peu vos besoins, vous donner quelques pistes et voir comment vous pouvez améliorer vos process. Enfin, c'est toujours intéressant de prendre un moment, en tout cas, pour discuter et de prendre du recul sur son bureau, sur son entreprise et de pouvoir échanger là-dessus. Et si pas pour contacter Lofty Guedria, donc comme il vous a dit, pour rendre visite au démonstrateur, donc son adresse est juste là, et l'adresse de Benoît juste en dessous, si jamais vous avez des questions à lui poser. Et donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce thème donc, sur l'IoT. J'espère que ça vous a intéressé en tout cas. Et merci, un grand merci à Benoît et à Lotfi pour leurs interventions. Je pense que c'était très intéressant d'avoir comme ça des exemples concrets en temps réel, de savoir ben, pourquoi on ferait ça, quel est le but pour le confort, l'économie, l'écologie. Je trouve que c'est un sujet d'actualité. C'est peut-être là-dedans enfin, pour moi, c'est là-dedans qu'on doit se lancer. C'est là-dedans qu'on doit se lancer pour bah, construire demain, justement, et d'avoir des constructions bah, résilientes, réfléchies, et d'aller de l'avant. Donc voilà, c'est aussi le rôle de l'architecte, je pense, d'avoir cette réflexion, de vouloir faire plus. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un va rajouter quelque chose, mais en tout cas, c'est bon pour moi. Merci à tous, à toutes et à tous. Et la semaine prochaine, on se donne rendez-vous. Donc cette fois, ce sera en studio. Et donc le jeudi 17, il me semble. Ouais, c'est ça, le jeudi 17 de midi à 13h. Ouais. Merci à tous les participants et donc on s'excuse s'il y avait à un moment donné nous, on était techniciens donc on a le nez dans le guidon parfois donc s'il y a du jargon qui était peut-être un peu indigeste n'hésitez pas à nous comment dire nous contacter ou contacter l'Infopol et c'est avec plaisir qu'on vous conseiller vous guider vous aider dans votre conceptualisation ou votre étude de cas de manière pratico-pratique en fait. Comme les cas qui a été que Benoît a présenté, c'est des cas du terrain avec du besoin qui peut être adressé très facilement avec les solutions qui sont disponibles aujourd'hui en fait. À moindre coût. J'ai vu il y avait une question que voilà parfois les réponses sont surdimensionnées par rapport à des besoins très précis quoi. Benoît, je ne sais pas si tu veux. Non, non, une bonne après-midi à Ok. tous. Plaisir. Merci beaucoup. Merci à Au revoir à tous. tous. Bonne journée, bel Au après-midi. revoir, bonne Au journée. revoir.